Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs pour ce bel événement. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir être présente physiquement. Alors, est-ce que vous pouvez mettre le slide numéro 1, s'il vous plaît, Christophe? Donc, cette communication considérera quelques séquences dans l'œuvre cinématographique de Rainer Werner Fassbinder, avec le concept déluzien de l'image cristal, devenir animal et ses pensées consacrées à la peinture de Francis Bacon. Alors, dans les années 90, le théoricien du cinéma, Denis Lévy, distingue entre l'impureté globale et l'impureté locale. Il défend l'idée qu'un film en est affecté de diverses façons. Est-ce que vous pouvez mettre le slide 2, s'il vous plaît? Alors, donc il écrit « Le cinéma est impur sur deux registres, local et global. L'impureté locale consiste à emprunter des éléments matériels aux autres arts pour les intégrer au procédure filmique. Par exemple, emprunter le personnage au roman, l'image à la peinture, le héros à l'épopée, l'acteur au théâtre, la musique du film à l'opéra. Le rapport aux autres arts est ici soustractif. Il s'agit de leur arracher quelque chose en le dénaturant par contamination d'un art sur l'autre. Chaque œuvre procède selon une méthode qui lui est propre. Donc, globalement, l'œuvre de Fassbinder traite des corps chorégraphiés et du point de vue de l'impureté locale, nous étudierons comment certaines images mouvements créent des correspondances figurales et poético-esthétiques avec quelques œuvres de Francis Bacon et analyserons le cas d'un corps mineur en devenir dans l'année de 13 lunes de Fassbinder. Alors, d'abord, sur l'image cristal fassbinderienne, Deleuze n'a pas vraiment parlé beaucoup de Fassbinder dans ses 12 ouvrages consacrés au cinéma. Mais on va voir comment on peut quand même appliquer penser Fassbinder avec Deleuze. Donc, le concept du cristal, que Deleuze définit dans le chapitre numéro 4 de l'image-temps, nous propose de revoir le statut de l'image cinématographique, et c'est à travers l'image cristal que Deleuze nous propose une compréhension de l'image-temps. Deleuze nous annonce que l'image cristal fournit une présentation directe du temps, une particule actuelle a son double virtuel qui ne s'écarte que très peu d'elle. La perception actuelle a son propre souvenir comme une sorte de double immédiat, consécutif ou même simultané. Il semble y avoir une corrélation entre une image actuelle et un objet, dans laquelle l'image actuelle sera donc une image directe ou réelle de l'objet et l'image virtuelle correspondra à un double immédiat de cette image actuelle, comme une image dans un miroir ou une image imaginaire. Il s'agit donc de l'image biface qui unit les deux images, actuelle ou réelle et virtuelle ou imaginaire. Pouvez-vous mettre le slide 4, s'il vous plaît? Alors, les mises en scène de corps chorégraphiés par Fassbinder nous donnent à voir à la fois la suspension de temps et de mouvement lorsque les comédiens se figent dans des postures maniéristes et des danses de désir et de la mort lorsque leurs mouvements chorégraphiés constituent des miroirs imaginaires. Les mises en scène rendent visible la fatalité du destin à travers les personnages qui se trouvent dans des configurations de face à face, comme si un miroir était posé entre eux. Les trajectoires lentes et circulaires de corps accompagnés ou non de mouvements circulaires de caméra sont prémonitoires des tragédies qui approchent. Ainsi, des images doubles, actuelles de cristal en mouvement et virtuelles du futur s'y créent. Donc, dans Querelle, son dernier film de 1982, les deux comédiens interprétant les rôles des frères jumeaux armés de couteaux se déplacent en mouvement circulaire en se regardant dans les yeux. Nous sommes témoins de mouvements synchrones répétés à l'identique et à l'instant même. Le spectateur recueille une danse qui s'apparente à une forme de performance narcissique devant un miroir dans lequel les jumeaux se félicitent pour leur beauté respective. La rencontre déterminante de Martha avec son futur mari dans Martha de 1974 est façonnée par un double mouvement de comédien et de la caméra qui effectue un demi-tour autour d'eux.
En termes d'expression poétique, ces chorégraphies circulaires nouent des nœuds de fatalité et de dépendance entre les personnages. Dans le mouvement circulaire entre la femme et son futur mari dans Martha, se cristallise à la fois le passé et le futur, conforme d'interdépendance entre les personnages. C'est une sorte de boule de cristal fassbindérienne dans laquelle le spectateur devine le futur tragique. Alors, je passe maintenant à l'année de 13 lunes et le personnage d'Elvira, un personnage en devenir. Alors, dans Kafka, pour une littérature mineure de 1975, Gilles Deleuze et Félix Guattari élaborent une théorie de la déterritorialisation dans et à travers le langage, selon laquelle la création mineure n'est pas une affaire de choix individuel ni de talent, mais n'est possible que dans des conditions de nécessité absolue. Bien évidemment, lors du processus de devenir, il ne s'agit pas d'abandonner ce que l'on est pour devenir autre chose, mais devenir est une autre manière de vivre et de sentir quelque chose qui nous enveloppe. Thomas Salcesser propose une application du modèle de devenir mineur sur le cinéma de Fassbinder. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'appliquer littéralement, puisque Fassbinder écrivait dans sa langue maternelle. Néanmoins, Salcesser soulève ce qu'il appelle une série d'analogies entre le modèle de devenir et la vie et création de Fassbinder. Le slide 5. Il y a en outre la langue impossible, mais positive. Sur le plan productif, sur le plan productif pour un cinéaste allemand, le cinéma hollywoodien, le style de la UEFA et le cinéma européen d'auteur. Il faut signaler encore la ligne brisée de la bisexualité dans sa vie et celle du masculin et du féminin dans son œuvre. Et pour finir, l'exploitation, c'est ces armes que Fassbinder utilise pour aborder les interactions ambivalentes et réversibles entre minorités, pouvoir et domination. Salcesser souligne le mélange d'influences esthétiques et scénaristiques du cinéma hollywoodien, européen et d'Allemagne d'avant-guerre sur l'œuvre de Fassbinder. Pour lui, le cinéma de Fassbinder est une rencontre de différentes esthétiques de la mise en scène. Néanmoins, ce qui nous intéresse ici davantage est l'omniprésence des personnages mineurs et leur dépendance affective aux personnages majeurs, ce qu'il dénomme une ligne brisée de masculin et de féminin dans ses films. Alors, l'année de 13 lunes, peut-être l'œuvre la plus personnelle de Fassbinder, réalisée dans l'immédiat de suicide de son compagnon Armin Mayer, survenu probablement le jour de l'anniversaire de Fassbinder. Ces films nous livrent l'histoire des 5 derniers jours d'Elvira, un temps sexuel au destin tragique. Avant l'opération, Elvira s'appelle Erwin, est mariée et est père d'une fille. Erwin change de sexe par amour à Anton Seitz, qui le quittera rapidement. Sa prochaine histoire d'amour est également tragique, avec des violences psychiques et physiques. Le film commence lorsqu'Elvira, déguisée en homme, est en train d'acheter un prostitué masculin qui, en découvrant qu'il est physiologiquement une femme, le bat avec ses copains. Il me semble qu'on peut tout à fait défendre Elvira en tant que personnage en devenir. En changeant de sexe, il devient par définition un transsexuel une femme. Néanmoins, Elvira est également un transgenre lorsqu'elle se déguise en homme. Elvira est un personnage qui s'efforce à s'adapter en performant les différents rôles qu'elle croit correspondre à telle ou telle situation. Son comportement est comme si on appliquait la théorie de la performativité de genre de Judith Butler de manière consciente. C'est-à-dire, Elvira est très consciente de son apparence et essaie de toujours correspondre aux normes de l'Allemagne de l'époque. Néanmoins, ces changements superficiels n'échangent pas sa personnalité, plutôt ils lui permettent de percevoir et ressentir le monde autrement. Slide 6, s'il vous plaît. Dans l'image numéro 1, Elvira, déguisée en homme, est repliée sur elle-même. Repoussée par les murs au milieu de l'image cinématographique, elle est encadrée par des lignes verticales de son appartement. La verticalité est l'élément prémonitoire de la chute prochaine et définitive d'Elvira. Domine le film. L'image numéro 2 reprend la composition de l'image numéro 1 avec la majorité de la lumière dans la partie gauche de l'image, occupée par des murs blancs. Dans ce plan, la silhouette élégante d'Elvira est encadrée par 5 portes et ce n'est que le début du schéma qu'elle parcourt et qui la met en abîme pour confronter la raison de son intervention chirurgicale en Fassbinder n'hésite pas à charger ce plan symbolique.
À l'opposé de l'homme qui cherche la loi sans l'obtenir au début du procès de Kafka, Elvira obtient le rendez-vous avec Anton, mais comme l'homme kafkaïen, elle n'obtient pas la loi. Contrairement au gardien kafkaïen, le gardien fassbinderien la laisse entrer grâce au mot de passe Bergen-Belsen. En 1973, Francis Bacon rend hommage à son compagnon George Dyer, qui se suicidait dans un hôtel parisien la veille de l'ouverture de sa première rétrospective au Grand Palais. Son triptyque, mai-juin 1973, nous donne à voir dans l'embrasure de la porte le corps nu et replié de Dyer. Slide 7, s'il vous plaît. Alors, non seulement le tableau est une réalité isolée, en fait, non seulement triptyque à 3 panneaux isolés qui ne doivent pas réunir dans le même cadre, mais la figure elle-même est isolée dans le tableau, par le rond ou par l'elliptique. Pourquoi? Bacon le dit souvent. Pour conjurer le caractère figuratif, illustratif, narratif que la figure aurait nécessairement si elle n'était pas isolée. La peinture n'a ni modèle à représenter, ni histoire à raconter. Dès lors, elle a comme 2 voies possibles pour échapper au figuratif, vers la forme pure, par abstraction, ou bien vers le pur figural, par extraction ou isolation. Si le peintre tient à la figure, s'il prend la seconde voie, ce sera donc pour opposer le figural au figuratif. Alors, les figures, c'est-à-dire les personnages, ne racontent pas d'histoire. La partie de Bacon s'oppose au narratif figuratif et le figural n'a pas de qualité illustrative. Dans le triptyque, la porte séquestre le personnage en le reléguant au fond de l'image et en l'affermant dans un noir qui l'isole, mettant ainsi en avant la figure. Il y a bien un rapport entre les panneaux de triptyque, mais, je cite, ces rapports ne doivent pas être ni logiques ni narratifs. Le triptyque n'implique aucune progression et ne raconte aucune histoire. Écrit Deleuze. C'est une forme de rapport synesthésique puisqu'il s'agit de peindre les sensations qui est essentiellement rythmée. Dans le cas des images mouvements fassbinderiennes, comme dans le triptyque de Bacon, les corps sont isolés par des lignes verticales qui segmentent l'image et l'embrasure de la porte. La porte, en tant que passage d'un lieu vers un autre ou d'un état à l'autre, mène vers la lumière chez Fassbinder au sens littéral comme au sens figural. Elvira se suicidera. À l'instar de devenir animal baconien, c'est-à-dire de la zone d'indécidabilité entre l'homme et l'animal, nous pouvons évoquer le corps d'Elvira en tant qu'une forme déleuzienne de devenir. Dans ce cliché numéro 1, le corps d'Elvira déguisé en homme, comme saisi d'une convulsion, témoin d'une forme de mal-être kafkaïen. Tel Grégoire Samsa, de la métamorphose, Elvira se retrouve graduellement rejetée par sa famille jusqu'à la séparation définitive et sa mort. Dans le triptyque baconien, la figure de Dyer est en transformation par ses contours flous. Son corps se confond avec la toilette et le lavabo et forme une sorte d'homme porcelaine. L'ombre noire qui domine le 12e panneau du triptyque s'échappe du corps comme un animal. En effet, pour Deleuze, la figure la plus isolée est déjà accouplée avec un animal et nous pouvons constater que le devenir animal est essentiel à la peinture baconienne. Slide 8, s'il vous plaît. Dans l'image numéro 4, la tête d'Elvira est floue. Coupée en 2, son visage est reflété dans les 2 miroirs sans qu'aucun ne montre l'intégralité de son visage. Le visage, en tant que moyen premier d'identification, est divisé. Dans l'image numéro 5, Fassbinder cadre la partie basse du visage en privant Elvira de regard. Fassbinder ne nous donne pas l'image réflexive complète de son apparence. Souvenons-nous que dans la métamorphose de Kafka, Grégoire Samsa ne se voit jamais dans le miroir et n'est donc pas conscient de ce qu'il est devenu. Il ne recueille que l'impression horrifiée de sa famille. En morcelant Elvira dans le miroir, Fassbinder nous donne uniquement des images réflexives d'une partie de son apparence en suggérant que le changement n'est possible qu'à partir du moment où on se voit en intégralité et ainsi définissable en tant que différent, en tant que mineur. Le parcours d'Elvira est justement son cheminement vers sa conscience d'être mineur qui culmine avec sa mort. Fassbinder
également chef opérateur de son film, donne ainsi à voir à la coupure entre les deux identités qui constituent le personnage d'Elvira. Le noir entre les deux parties du visage est comme un abîme infranchissable et irréparable qui ne cessera de déchirer Elvira tout le long du film. Slide numéro 9. Dans un passage de véritable puissance poétique, Deleuze écrit à propos de la peinture de Bacon. Pitié pour la viande. Il n'y a pas de doute. La viande est l'objet le plus haut de la pitié de Bacon, son seul objet de pitié. La viande n'est pas une chair morte, elle a gardé toutes les souffrances et pris sur soi toutes les couleurs de la chair vive, tant de douleurs convulsives et de vulnérabilité, mais aussi d'inventions charmantes, de couleurs et d'acrobatie. Bacon ne dit pas pitié pour les bêtes, mais plutôt tout homme qui souffre et de la viande. La viande est la zone commune de l'homme et de la bête, leur zone d'indisponibilité. Elle est ses faits, cet état même où le peintre s'identifie aux objets de son horreur ou de sa compassion. Le peintre est boucher, certes, mais il est dans cette boucherie, comme dans une église, avec la viande pour crucifier. Avant l'opération, Elvira exerçait le métier de boucher et aimerait le pratiquer à nouveau, si elle ne ressentait pas de discrimination à son égard. Dans les séquences constituées de 15 plans qui suivent immédiatement la scène au cabinet, Elvira amène son amie Zora aux abattoirs. C'est la numéro 10. À l'entrée de l'abattoir, façonné avec un léger ralenti, les pas d'Elvira et Zora sont accompagnés d'un son mécanique et rythmique. Au commencement du monologue en off, d'Elvira, sa voix apparaît lointaine, comme si elle se trouvait dans un grand espace vide, tel une cathédrale. Tantôt accompagnée par la voix off d'Elvira, tantôt par une musique religieuse de l'orgue, cette séquence évoque une confession et l'abattoir s'y apparente à une église dans laquelle le motif plastique de la carcasse animale équivaut au crucifié par ses aspects visuels et symboliques. Les bouchers continuent leur tâche de mise à mort des animaux avec froideur et précision, sans réagir à la présence d'Elvira et Zora. Le sang jaillit et colore le blanc des bassines au-dessus desquelles les corps suspendus et alignés se vident de sang. Le réalisme des images de la mise à mort des vaches contraste avec le son. Nous n'entendons pas des cris d'animaux. Le décalage entre les images et le son crée une distance insupportable. Nous ne sommes littéralement pas en capacité de nous concentrer sur les images et comprendre le monologue d'Elvira. Dans cette mise en scène, Fassbinder compare Elvira à des vaches mises à mort. Le timbre de la voix d'Elvira évoque les cris d'animaux que le spectateur associe à ces images aux qualités de commentaires dépourvues de leur son direct. Deleuze dit à propos de Bacon, je cite, donc le peintre est boucher certes, mais il est dans cette boucherie comme dans une église, avec la viande pour crucifier. Dans l'épilogue de Berlin-Alexanderplatz, où les carcasses ne sont plus celles des vaches mais des humains, Fassbinder apparaît accompagné par deux personnages d'anges, c'est l'image numéro 6. Réalisant ainsi une mise en scène où la boucherie devient littéralement une église, et où l'ultime créateur apparaît pour contempler les souffrances de ces créatures. Lorsque Deleuze écrit « La viande est l'objet le plus haut de la pitié de Bacon », son seul objet de pitié, la viande désigne l'élément commun à l'homme et à l'animal. Les corps ensanglantés de Berlin-Alexanderplatz et la viande des carcasses des vaches dans l'année de 13 lunes évoquent les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Slide numéro 11, s'il vous plaît. Comme pour Bacon, pour Fassbinder, la viande n'est pas une chair morte. Elle est une matière de mémoire dans laquelle s'inscrit la souffrance comme empreinte. D'où le façonnage singulier de son dans l'année de 13 lunes. La viande animale y acquiert la voix humaine et semble s'inscrire dans ce que Deleuze appelle la réalité du devenir. De même, il sera fructueux d'étudier cas par cas les correspondances et dialogues figuraux entre les peintures de crucifixion de Bacon et les deux scènes dans les abattoirs de Fassbinder. Je termine avec une dernière remarque sur le façonnage de l'image cristal dans le cas de l'année de 13 lunes. Zora évite de regarder l'abattage des vaches, tandis qu'Elvira l'observe avec calme et résolution, en évoyant déjà se cristalliser son propre destin.
Contrairement aux images cristal de Kirel et Martha, son futur ne se projette pas à travers une chorégraphie circulaire. L'image cristal s'opère directement sur la rétine d'Elvira. Son regard calme témoigne de la nécessité de la mise à mort, de même manière que son propre destin est déjà virtuellement inscrit dans celui des vaches avant de s'actualiser à la fin du film à travers l'acte ultime du suicide. Merci.